Bonsoir, je suis Nicolas Valmont. Ce soir, je vais vous lire une histoire célèbre de Rudyard Kipling, Le livre de la jungle. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter au cœur de la forêt indienne. Ceci est l'histoire de la Grande Guerre que Rikki-Tikki Tavi livra tout seul dans les salles de bain du Grand Bungalow au cantonnement de Segoli. Darzee, l'oiseau tailleur, Leda et Chuchundra, le rat musqué, qui n'ose jamais marcher au milieu du plancher, mais se glisse toujours le long du mur, lui donna un avis, mais Rikki-Tikki fit la vraie besogne. C'était une mangouste. Il rappelait assez un petit chat par la fourrure et la queue, mais plutôt une belette par la tête et les habitudes. Ses yeux étaient roses, comme le bout de son nez affairé. Il pouvait se gratter partout où il lui plaisait, avec n'importe quelle patte de devant ou de derrière, à son choix. Il pouvait gonfler sa queue au point de la faire ressembler à un goupillon pour nettoyer les bouteilles, et son cri de guerre, lorsqu'il louvoyait à travers l'herbe longue, était « Rik-tik-tiki-tiki-tchk ». Un jour, les hautes eaux d'été l'entraînèrent hors du terrier où il vivait avec son père et sa mère, et l'emportèrent, battant des pattes et gloussant le long d'un fossé qui bordait une route. Il trouva là une petite touffe d'herbe qui flottait et s'y cramponna jusqu'à ce qu'il perdît le sentiment. Quand il revint à la vie, il gisait au chaud soleil, au milieu d'une allée de jardin, très mal en point, il est vrai, tandis qu'un petit garçon disait « Tiens, une mangouste morte, faisons-lui un enterrement. » « Non, dit la mère, prenons-le pour le sécher, peut-être n'est-il pas mort pour de bon. » Ils l'emportèrent dans la maison, où un homme le prit entre le pouce et l'index, et affirma qu'il n'était pas mort, mais seulement à moitié suffoqué. Alors ils l'enveloppèrent dans du coton, l'exposèrent à la chaleur d'un feu doux, et Rikki-Tikki ouvrit les yeux et éternua. « Maintenant, dit l'homme, un Anglais qui venait justement de s'installer dans le bungalow, ne l'effrayez pas et nous allons voir ce qu'il va faire. C'est la chose la plus difficile du monde que d'effrayer une mangouste, parce que de la tête à la queue, leur race est dévorée de curiosité. La devise de toute la famille est « cherche et trouve ». Et Rikki-Tikki était une vraie mangouste. Il regarda la bourre de coton, décida que ce n'était pas bon à manger, courut tout autour de la table, s'assit, remit sa fourrure en ordre, se gratta et sauta sur l'épaule du petit garçon. « N'aie pas peur, Teddy, dit son père. C'est sa manière d'entrer en amitié. Ouch! Il me chatouille sous le menton, dit Teddy. Rikki-Tikki plongea son regard entre le col et le cou du petit garçon, flaira son oreille et descendit sur le plancher où il s'assit en se grattant le nez. « Seigneur, dit la mère de Teddy, et c'est cela qu'on appelle une bête sauvage. Je suppose que si elle est à ce point apprivoisée, c'est que nous avons été bons pour elle. Toutes les mangoustes sont comme cela, dit son mari. Si Teddy ne lui tire pas la queue ou n'essaie pas de le mettre en cage, il courra par la maison toute la journée. Donnons-lui quelque chose à manger. » Ils lui donnèrent un petit morceau de viande crue. Rikki-Tikki trouva cela excellent, et quand il eut fini, il sortit sous la véranda, s'assit au soleil et fit bouffer sa fourrure pour la sécher jusqu'aux racines. Puis il se sentit mieux. Il y a plus à découvrir dans cette maison, se dit-il, que tous les gens de ma famille n'en découvriraient pendant toute leur vie. Je resterai, certes, et trouverai. Il employa tout le jour à parcourir la maison. Il se noya presque dans les tubs, mit son nez dans l'encre sur un bureau et le brûla au bout du cigare de l'homme en grimpant sur ses genoux
pour voir comment on s'y prenait pour écrire. À la tombée de la nuit, il courut dans la chambre de Teddy pour regarder comment on allumait les lampes à pétrole, et quand Teddy se mit au lit, Rikki-Tikki y grimpa aussi, mais c'était un compagnon agité parce qu'il lui fallait toute la nuit se lever pour répondre à chaque bruit et en trouver la cause. La mère et le père de Teddy vinrent jeter un dernier coup d'œil sur leur petit garçon et trouvèrent Rikki-Tikki tout éveillé sur l'oreiller. « Je n'aime pas cela, dit la mère de Teddy. Il pourrait mordre l'enfant. Il ne fera rien de pareil, dit le père. Teddy est plus en sûreté avec cette petite bête qu'avec un dogue pour le garder. Si un serpent entrait dans la chambre maintenant, mais la mère de Teddy ne voulait même songer à de pareilles horreurs. De bonne heure le matin, Rikki-Tikki vint au premier déjeuner sous la véranda. Porté sur l'épaule de Teddy, on lui donna une banane et un peu d'œuf à la coque, et il se laissa prendre sur les genoux des uns après les autres, parce qu'une mangouste bien élevée espère toujours devenir à quelque moment une mangouste domestique et avoir des chambres pour courir au travers. Or la mère de Rikki-Tikki, elle avait habité autrefois la maison du général à Segowli, avait soigneusement instruit son fils de ce qu'il devait faire si jamais il rencontrait des hommes blancs. Puis, Rikki-Tikki sortit dans le jardin pour voir ce qu'il y avait à voir. C'était un grand jardin, seulement à demi cultivé, avec des buissons de roses, maréchal Niel aussi gros que des kiosques, des citronniers et des orangers, des bouquets de bambous et des fourrés de hautes herbes. Rikki-Tikki se lécha les lèvres. « Voilà un splendide terrain de chasse, dit-il. À cette pensée, sa queue se hérissa en goupillon et il courait déjà de haut en bas et de bas en haut du jardin, flairant de tous côtés lorsqu'il entendit les voix les plus lamentables sortir d'un buisson épineux. C'était Darzee, l'oiseau tailleur, et sa femme. Ils avaient construit un beau nid en rapprochant deux larges feuilles dont ils avaient cousu les bords avec des fibres et rempli l'intérieur de coton et de bourre duveteuse. Le nid se balançait de côté et d'autre, tandis qu'il pleurait, perché à l'entrée. « Qu'est-ce que vous avez » demanda Rikki-Tikki. « Nous sommes très malheureux, dit Darzee. Un de nos bébés hier est tombé du nid et Nag l'a mangé. »« dit Rikki-Tikki. « Voilà qui est fort triste. Mais je suis étranger ici. Qui est-ce Nag ?» Darzee et sa femme, pour toute réponse, se blottirent dans leur nid, car de l'épaisseur de l'herbe, au pied du buisson, sortit un sifflement sourd, un horrible son glacé, qui fit sauter Rikki-Tikki de 2 pieds en arrière. Alors, pouce par pouce, s'éleva de l'herbe la tête au capuchon éployé de Nag, le gros cobra noir, qui comptait bien 5 pieds de long de la langue à la queue. Lorsqu'il eut soulevé un tiers de son corps au-dessus du sol, il resta à se balancer de droite et de gauche, exactement comme se balance dans le vent une touffe de pissenlit, et dévisagea Rikki-Tikki de ses mauvais yeux de serpent qui ne changent jamais d'expression, quelle que soit sa pensée. « Qui est-ce, Nag » dit-il. « C'est moi, Nag. Le grand dieu Brahma mit sa marque sur tout notre peuple quand le premier cobra eut étendu son capuchon pour préserver Brahma dormant au soleil. Regarde et tremble. » Il étendit davantage son capuchon, et Rikki-Tikki vit sur son dos la marque des lunettes qui ressemble plus exactement à la porte d'une agrafe et porte. Il eut peur une minute, mais il est impossible à une mangouste d'avoir peur plus longtemps, et bien que Rikki-Tikki n'eût jamais encore rencontré de cobra vivant, sa mère l'avait nourri de cobras morts, et il savait bien que la grande affaire de la vie d'une mangouste adulte est de faire la guerre aux serpents et de les manger. Nag le savait aussi,
et tout au fond de son cœur de glace, il avait peur. « Eh bien, » dit Rikki-Tikki, et sa queue se gonfla de nouveau. « Marqué ou non, pensez-vous qu'on ait le droit de manger les petits oiseaux qui tombent des nids ?» Nag réfléchissait et surveillait les moindres mouvements de l'herbe derrière Rikki-Tikki. Il savait qu'une mangouste dans le jardin signifiait tôt ou tard la mort pour lui-même et les siens, mais il voulait mettre Rikki-Tikki hors de garde. Aussi laissa-t-il retomber un peu sa tête et la pencha-t-il de côté. « Causons, dit-il, vous mangez bien des œufs, pourquoi ne mangerions-nous pas des oiseaux ? Derrière toi, attention derrière toi, chanta Darzee. Rikki-Tikki en savait trop pour prendre son temps à ouvrir de grands yeux. Il sauta en l'air aussi haut qu'il put et juste au-dessous de lui siffla la tête de Nagaina, la méchante femme de Nag. Elle avait rampé par derrière pendant la conversation afin d'en finir tout de suite. Et Rikki-Tikki entendit son sifflement de rage en voyant son coup manqué. Il retomba presque au travers de son dos et une vieille mangouste aurait su qu'il fallait saisir le moment pour lui briser les reins d'un coup de dent. Mais il eut peur du terrible coup de fouet en retour du cobra et sauta hors de portée de la queue cinglante, laissant Nagaina saignant et furieuse. « Méchant, méchant Darzee, dit Nag, et il fouetta l'air aussi haut qu'il pouvait atteindre dans la direction du nid, au milieu du buisson d'épines. Mais Darzee l'avait construit hors de l'atteinte des serpents, et le nid ne fit que se balancer de ci, de là. Rikki-Tikki sentit ses yeux devenir rouges et brûlants. Quand les yeux d'une mangouste rougissent, c'est qu'elle est en colère. Il se cala sur sa queue et ses pattes de derrière comme un petit kangourou, regarda tout autour de lui et claqua des dents de rage. Mais Nag et Nagaina avaient disparu dans l'herbe. Lorsqu'un serpent manque son coup, il ne laisse jamais rien deviner de ce qu'il compte faire ensuite. Rikki-Tikki ne se souciait pas de les suivre, car il ne se croyait pas sûr de venir à bout de 2 serpents à la fois. Aussi, trottant vers l'allée sablée près de la maison, s'assit-il pour réfléchir. Il s'agissait pour lui d'une affaire sérieuse. Si vous lisez les vieux livres d'histoire naturelle, vous y verrez que lorsqu'une mangouste combat un serpent et qu'il lui arrive d'être mordue, elle se sauve pour manger quelque herbe qui la guérit. Ce n'est pas vrai. La victoire n'est qu'affaire d'œil vif et de pieds prompts, détente de serpent contre saut de mangouste. Et comme nul œil ne peut suivre le mouvement d'une tête de serpent lorsqu'elle frappe, il s'agit là d'un prodige plus étonnant que les herbes magiques n'en pourraient opérer. Rikki-Tikki se connaissait pour une jeune mangouste et n'en fut que plus satisfait d'avoir su éviter si adroitement un coup porté par derrière. Il en tira confiance en soi-même, et lorsque Teddy descendit en courant le sentier, Rikki-Tikki se sentait disposé à recevoir des compliments. Mais juste au moment où Teddy se penchait, quelque chose se tortilla un peu dans la poussière, et une toute petite voix dit « Prenez garde, je suis la mort ». C'était Karay, le minuscule serpent brun, couleur de sable, qui aime à se dissimuler dans la poussière. Sa morsure est aussi dangereuse que celle du cobra, mais il est si petit que personne n'y prend garde, aussi n'en fait-il que plus de mal. Les yeux de Rikki-Tikki devinrent rouges de nouveau, et il remonta en dansant vers Karay avec ce balancement particulier et cette marche ondulante qu'il avait hérité de sa famille. Cela paraît très comique, mais c'est une allure si parfaitement équilibrée qu'à n'importe quel angle on en peut changer soudain la direction, ce qui, lorsqu'il s'agit de serpents,
constitue un avantage. Ricky ne s'en rendait pas compte, mais il faisait là une chose beaucoup plus dangereuse que de combattre Nag. Carré est si petit et peut se retourner si facilement qu'à moins, pour Ricky, de mordre à la partie supérieure du dos, tout près de la tête, un coup en retour pouvait l'atteindre à l'œil ou à la lèvre. Ricky ne savait pas, ses yeux étaient tout rouges et il se balançait d'arrière en avant, cherchant la bonne place à saisir. Carré s'élança. Ricky sauta de côté et tenta de lui courir dessus, mais, à moins d'un cheveu de son épaule, siffla la malfaisante petite bête grise couleur de poussière, si bien qu'il lui fallut bondir par-dessus le corps, tandis que la tête suivait de près ses talons. Teddy est là du côté de la maison. « Oh, venez voir, notre mangouste qui tue un serpent !» Et Rikki-Tikki entendit la mère de Teddy pousser un cri, tandis que le père se précipitait dehors avec un bâton. Mais dans le temps qu'il venait, Carré avait poussé une botte imprudente et Rikki-Tikki avait bondi, sauté sur le dos du serpent, laissé tomber sa tête très bas entre ses pattes de devant, mordu à la nuque le plus haut qu'il pouvait atteindre et roulé au loin. Cette morsure paralysa Carré et Rikki-Tikki allait le dévorer en commençant par la queue, suivant la coutume de sa famille à dîner, lorsqu'il se rappela qu'un repas copieux appesantit une mangouste et que, pouvant avoir besoin sur l'heure de toute sa force et de toute son agilité, il lui fallait rester à jeun. Il s'en alla prendre un bain de poussière sous des touffes de ricin, tandis que le père de Teddy frappait le cadavre de Carré. « À quoi cela sert-il » pensa Rikki-Tikki. « J'ai tout réglé. » Alors la mère de Teddy le prit dans la poussière et le serra dans ses bras, en pleurant qu'il avait sauvé Teddy de la mort. Et le père de Teddy traita Ricky de providence, et Teddy regarda tout cela avec de grands yeux effarés. Rikki-Tikki se divertissait plutôt de tous ces embarras, que naturellement il ne comprenait pas. La mère de Teddy eût tout aussi bien pu caresser l'enfant pour avoir joué dans la poussière. Ricky s'amusait énormément. Ce soir-là, en se faufilant parmi les verres sur la table, il lui eût été facile de se bourrer de bonnes choses, 3 fois plus que de raisons, mais il avait Nag et Nagena présents à la mémoire, et malgré tout l'agrément d'être flatté et choyé par la mère de Teddy et de rester sur l'épaule de Teddy, ses yeux devenaient rouges tout à coup et il poussait son long cri de guerre. Rik-tik-tiki-tiki-tchk. Teddy l'emmena coucher et insista pour qu'il dormît sous son menton. Rikki-Tikki était trop bien élevé pour mordre ou égratigner, mais il s'en alla, aussitôt Teddy endormi, faire sa ronde de nuit autour de la maison et dans l'obscurité, se heurta en courant contre Chuchandra, le rat musqué qui se coulait le long du mur. Chuchandra est une petite bête au cœur brisé. Il pleurniche et pépie toute la nuit en essayant de se remonter le moral pour courir au milieu des chambres, mais jamais il n'y parvient. « Ne me tuez pas !» dit Chuchundra presque en pleurant. « Rikki-Tikki, ne me tuez pas !»« Crois-tu qu'un tueur de serpents tue des rats musqués ?» dit Rikki-Tikki avec mépris. « Ceux qui tuatent les serpents seront tués par les serpents, » dit Chuchundra, plus lamentable que jamais. « Et comment être sûr que Nag ne me prendra pas pour vous quelque nuit sombre ?»« Il n'y a pas le moindre danger, » dit Rikki-Tikki, « car Nag est dans le jardin et je sais que tu n'y vas pas. Mon cousin Chua, le rat, m'a raconté, » commença Chuchundra, et alors il s'arrêta. « Raconter quoi ? Chut ! Nag est partout, Rikki-Tikki. Vous auriez dû parler à Chua dans le jardin. Je ne lui ai pas parlé. Donc, il faut me dire, vite, Chuchundra, ou je vais te mordre. »
Shushundra s'assit et pleura au point que les larmes coulaient le long de ses moustaches. « Je suis un très pauvre homme, sanglota-t-il. Je n'ai jamais assez de courage pour trotter au milieu des chambres. Chut, je n'ai besoin de rien vous dire. N'entendez-vous pas, Rikki-Tikki » Rikki-Tikki prêta l'oreille. La maison était aussi tranquille que possible, mais il lui sembla distinguer un imperceptible cra-cra, un bruit aussi léger que celui d'une guêpe marchant sur un carreau de vitre, un crissement sec d'écailles sur la brique. « C'est Nag ou Nagena, se dit-il, qui rampe par le conduit de la salle de bain. Tu as raison, Shushundra, j'aurais dû parler à Chua. » Il se glissa dans la salle de bain de Teddy, mais il n'y trouva personne, puis dans la salle de bain de la mère de Teddy. Au bas du mur crépi de plâtre, une brique avait été enlevée pour le passage d'une conduite d'eau, et, au moment où Rikki-Tikki s'introduisait dans la pièce, le long de l'espèce de margelle en maçonnerie où la baignoire était posée, il entendit Nag et Nagena chuchoter dehors au clair de lune. « Quand la maison sera vide, disait à son mari Nagena, il faudra bien qu'il s'en aille. Alors, nous rentrerons en possession du jardin. Entrez tout doucement et souvenez-vous que l'homme qui a tué Karay est la première personne à mordre. Puis revenez me dire ce qu'il en advient. Et nous ferons ensemble la chasse à Rikki-Tikki. Mais êtes-vous sûr qu'il y a quelque chose à gagner en tuant les gens ? Demanda Nag. Tout à gagner. Quand personne n'habitait le bungalow, avions-nous une mangouste dans le jardin ? Tant que le bungalow reste vide, nous sommes rois et reines du jardin. Et souvenez-vous qu'aussitôt nos œufs éclosent dans la melonnière, demain peut-être, nos enfants auront besoin de place et de paix. Je n'y songeais pas, dit Nag. J'y vais, mais il est inutile de faire la chasse à Rikki-Tikki ensuite. Je tuerai l'homme et sa femme, puis l'enfant si je peux, et partirai sans bruit. Alors, le bungalow sera vide, et Rikki-Tikki s'en ira. Rikki-Tikki tressaillit tout entier de rage et de haine en entendant cela. Puis, il vit la tête de Nag sortir du conduit, suivi des 5 pieds de long de son corps écailleux et froid. Malgré sa colère, il eut cependant très peur en voyant la taille du grand cobra. Nag se couda, dressa la tête, et son regard parcourut la salle de bain à travers l'obscurité où Rikki-Tikki pouvait voir ses yeux luire. Si je le tue maintenant, à cette place, Nagena le saura. Et d'autre part, si je lui livre bataille ouverte sur le plancher, l'avantage lui demeure. Que faire, se dit Rikki-Tikki. Nag ondula de ci de là, et Rikki-Tikki l'entendit boire dans la grosse jarre qui servait à remplir la baignoire. Voilà qui est bien, dit le serpent. Maintenant, lorsque Karay a été tué, l'homme avait un bâton. Il peut l'avoir encore. Mais quand il viendra au bain le matin, il ne l'aura pas. J'attendrai ici qu'il vienne. Nagena, m'entendez-vous ? Je vais attendre ici au frais, jusqu'au jour. Aucune réponse ne vint du dehors, d'où Rikki-Tikki conclut que Nagena était parti. Nag se replia sur lui-même, anneau par anneau, tout autour du fond bombé de la jarre, et Rikki-Tikki se tint tranquille comme mort. Au bout d'une heure, il commença d'avancer muscle à muscle vers la jarre. Nag était endormi, et Rikki-Tikki contempla son grand dos, se demandant quelle place offrirait la meilleure prise. Si je ne lui casse pas les reins au premier saut, se dit Rikki, il peut encore se battre, et s'il combat, ô Rikki, il considéra l'épaisseur du cou plus bas que le capuchon. C'en était trop pour ses mâchoires. Et une morsure près de la queue ne ferait que mettre Nag en fureur. « Il faut que ce soit à la tête, dit-il enfin, à la tête, au-dessus du capuchon, et quand une fois je le tiendrai par là,
il ne faudra plus le lâcher. Alors il sauta, la tête reposée un peu en dehors de la jarre, sous la courbe de sa panse, et au moment où ses dents crochèrent, Ricky s'arc-bouta du dos à la convexité de la cruche d'argile pour clouer la tête à terre. Cela lui donna une seconde de prise qu'il employa de son mieux. Puis, il fut cogné de droite et de gauche comme un rat secoué par un chien, en avant et en arrière sur le sol, en haut et en bas, et en rond en grand cercle, mais ses yeux étaient rouges, et il tenait bon, tandis que le corps du serpent cinglait le plancher comme un fouet de charrue, renversant les ustensiles d'étain, la boîte à savon, la brosse à friction, et sonnait contre la paroi de métal de la baignoire. Tout en crochant, il resserrait l'étau de ses mâchoires, car il ne doutait pas d'être assommé, et pour l'honneur de la famille, il préférait qu'on le trouvât les dents fermées sur sa proie, malade de vertige, moulu de coups. Les chocs, lui semblait-il, allaient le mettre en pièces lorsque juste derrière lui, partit comme un coup de tonnerre, une rafale brûlante lui fit perdre connaissance et une flamme lui roussit le poil. L'homme, réveillé par le bruit, avait les 2 canons de son fusil sur Nag, juste derrière le capuchon. Rikki-Tikki, les yeux fermés, continuait à tenir bon, car à présent il était tout à fait certain d'être mort. Mais la tête ne bougeait plus, et l'homme, le ramassant, dit « C'est encore la mangouste, Alice, et c'est notre vie que le petit bonhomme a sauvée, cette fois. » Alors vint la mère de Teddy, le visage tout blanc, contempler ce qui restait de Nag. Et Rikki-Tikki se traîna jusqu'à la chambre de Teddy, où il passa le reste de la nuit à se secouer délicatement pour se rendre compte s'il était vraiment brisé en 40 morceaux, comme il lui paraissait. Le lendemain matin, il était fort raide, mais très content de ses hauts faits. Maintenant j'ai Nagena à régler, et ce sera pire que 5 nags. En outre, qui sait quand les œufs dont elle a parlé vont éclore. Bonté divine, il faut que j'aille voir Darzy, dit-il. Sans attendre le déjeuner, Rikki-Tikki courut au buisson épineux où Darzy, à pleine voix, chantait un chant de triomphe. La nouvelle de la mort de Nag avait fait le tour du jardin, car le balayeur avait jeté le corps sur le fumier. « Oh, sotte touffe de plumes !» dit Rikki-Tikki avec colère. « Est-ce le moment de chanter ? Nag est mort, est mort, est mort !» chanta Darzy. Le vaillant Rikki-Tikki l'a saisi par la tête et n'a point lâché. L'homme a apporté le bâton qui fait boum et Nag est tombé en 2 morceaux. Il recommencera plus à manger mes bébés. Tout cela est assez vrai. Mais où est Nagena ? Demanda Rikki-Tikki en regardant soigneusement autour de lui. Nagaina est venu Fazin le conduit de la salle de bain pour appeler Nag, continua Darzy. Et Nag est sorti sur le bout d'un bâton. Le balayeur l'a ramassé au bout d'un bâton et l'a jeté sur le fumier. Chantons le grand Rikki-Tikki à l'œil rouge. Et Darzy enfla son gosier et chanta. Si je pouvais atteindre à votre nid, je jetterais vos bébés dehors, dit Rikki-Tikki. Chaque chose en son temps. Vous êtes là dans votre nid, à peu près en sûreté, mais ici en bas, c'est pour moi la guerre. Arrêtez-vous pour 1 minute de chanter, Darzy. Pour l'amour du grand, du beau Rikki-Tikki, je vais m'arrêter, répondit Darzy. Qu'y a-t-il, ô tueur du terrible Nag ? Pour la 3e fois, où est Nagena ? Sur le fumier, près des écuries, menant le deuil de Nag. Glorieux est Rikki-Tikki, le héros aux blanches dents. Au diable mes dents blanches, avez-vous jamais ouï dire où elle garde ses œufs ? Dans la melonnière, au bout, tout près du mur,
à l'endroit où le soleil tape presque tout le jour. Il y a des semaines qu'elle les a cachés là, et vous n'avez jamais pensé que cela valut la peine de me le dire. Au bout, tout près du mur, dites-vous, Rikki-tikki, vous n'allez pas manger ces œufs? Pas exactement les manger, non. Darzee, s'il vous reste un grain de bon sens, vous allez voler aux écuries, faire semblant d'avoir une aile cassée et laisser Nagaina vous donner la chasse jusqu'à ce buisson. Il me faut aller à la melonnière et si j'y allais maintenant, elle me verrait. Darzee était un petit compère dont la cervelle emplumée ne pouvait tenir plus d'une idée à la fois, et sachant que les enfants de Nagaina naissaient dans des œufs comme les siens, il ne lui semblait pas à première vue qu'il fût juste de les détruire. Mais sa femme était oiseau raisonnable. Elle savait que les œufs de cobra voulaient dire de jeunes cobras un peu plus tard. Aussi s'envola-t-elle du nid, et laissa-t-elle Darzee tenir chaud au bébé et continuer sa chanson sur la mort de Nag. Darzee, en quelques points, ressemblait beaucoup aux hommes. Elle se mit à volter près du fumier, sous le nez de Nagaina, et à gémir. « Oh, j'ai l'aile cassée !» Le petit garçon de la maison m'a jeté une pierre et l'a cassée, et de volter plus désespérément que jamais. Nagaina leva la tête et siffla. « C'est vous qui avez averti Rikki-tikki quand je voulais le tuer. Sans mentir, vous avez mal choisi l'endroit pour boiter. » Et elle se dirigea vers la femme de Darzee en glissant sur la poussière. « Le petit garçon l'a cassé d'un coup de pierre !» cria d'une voix perçante la femme de Darzee. « Eh bien, cela peut-être vous consolera quand vous serez morte, de savoir que je vais régler aussi mes comptes avec le petit garçon. Mon mari gît sur le fumier ce matin, mais avant la nuit, le petit garçon sera couché très tranquille dans la maison. À quoi bon courir? Je suis sûr de vous attraper. Petite sotte, regardez-moi. » La femme de Darzee en savait trop pour faire pareille chose, car une fois que les yeux d'un oiseau rencontrent ceux d'un serpent, il est pris d'une telle peur qu'il ne peut plus bouger. La femme de Darzee, en pépiant douloureusement, continua de volter, sans quitter le sol, et Nagaina pressa l'allure. Rikki-tikki les entendit remonter le sentier qui les éloignait des écuries et galopa vers l'extrémité de la planche de melon au pied du mur. Là, dans la chaude litière, au-dessus des melons, il trouva, habilement cachés, 25 œufs de la grosseur à peu près des œufs de la poule de bantam, mais avec des peaux blanchâtres en guise de coquilles. « Je ne suis pas arrivé un jour trop tôt, dit-il, car il pouvait voir des jeunes cobras rouler dans l'intérieur de la peau, et il savait que, dès l'instant où ils éclosent, ils peuvent chacun tuer son homme non moins que sa mangouste. » Il détacha d'un coup de dent les bouts des œufs, dard, en prenant soin d'écraser les jeunes cobras et en retournant de temps en temps la litière pour voir s'il n'en omettait aucun. À la fin, il ne resta plus que 3 œufs et Rikki-tikki commençait à rire dans sa barbe quand il entendit la femme de Darzee crier à tue-tête « Rikki-tikki, j'ai conduit Nagaina du côté de la maison, elle est entrée sous la véranda et, oh, venez vite, elle veut tuer. » Rikki-tikki écrasa 2 œufs, redégringola de la melonnière avec le 3e œuf dans sa gueule et se précipita vers la véranda aussi vite que ses pattes pouvaient le porter. Teddy, sa mère et son père étaient là, devant leur déjeuner du matin. Mais Rikki-tikki vit qu'ils ne mangeaient rien. Ils se tenaient dans une immobilité de pierre et leurs visages étaient blancs. Nagaina, enroulée sur la natte, près de la chaise de Teddy, à distance commode pour atteindre la jambe nue du jeune garçon, se balançait de ci, de là, en chantant un chant de triomphe.
fils de l'homme qui a tué Nag, sifflait-elle, reste tranquille. Je ne suis pas encore prête. Attends un peu, restez bien immobiles tous trois. Si vous bougez, je frappe. Et si vous ne bougez pas, je frappe encore. Oh, insensé qui avait tué mon Nag! Les yeux de Teddy restaient fixés sur son père, et tout ce que son père pouvait faire était de murmurer « Reste tranquille, Teddy, il ne faut pas bouger. Teddy, reste tranquille. » C'est alors que Rikki-Tikki arriva et cria « Retournez-vous, Nagaina, retournez-vous et en garde. » « Chaque chose en son temps, dit-elle sans remuer les yeux. Je réglerai tout à l'heure mon compte avec vous. Regardez vos amis, Rikki-Tikki. Ils sont immobiles et blancs. Ils sont épouvantés. Ils n'osent bouger. Et si vous approchez d'un pas, je frappe. Allez regarder vos œufs, dit Rikki dans la melonnière près du mur. Allez voir, Nagaina. Le grand serpent se retourna à demi et vit l'œuf sur le sol de la véranda. « Ah, donnez-le-moi, dit-elle. » Nagaina pirouetta sur elle-même, oubliant tout le reste pour le salut de l'œuf unique, et Rikki-Tikki vit le père de Teddy avancer rapidement une large main, saisir Teddy par l'épaule et l'enlever par-dessus la table et les tasses et à thé, à l'abri et hors de portée de Nagaina. « Volez, volez, volez !» Rick, tchk, tchk, gloussa Tiki-Tiki triomphant. L'enfant est sauf et c'est moi, qui mordis Nag au capuchon la nuit dernière dans la salle de bain. Puis il se mit à sauter de tous côtés, des quatre pattes ensemble, revenant raser le sol de la tête. Il m'a jeté de côté et d'autre, mais il n'a pas pu me faire lâcher prise. Il était mort avant que l'homme l'ait coupé en deux. C'est moi qui ai fait cela. Rikki-Tikki, tchk tchk. Par ici, Nagaina, par ici et garde à vous, vous ne serez pas longtemps veuve. Nagaina vit qu'elle avait perdu toute chance de tuer Teddy, et l'œuf gisait entre les pattes de Rikki-Tikki. Donnez-moi l'œuf, Rikki-Tikki, donnez-moi le dernier de mes œufs, et je m'en irai pour ne plus jamais revenir, dit-elle en baissant son capuchon. Oui, vous vous en irez et vous ne reviendrez plus jamais, car vous irez sur le fumier rejoindre Nag. En garde la veuve, l'homme est allé chercher son fusil. En garde! Rikki-Tikki bondissait tout autour de Nagaina, en se tenant juste hors de portée des coups, ses petits yeux comme deux braises. Nagaina se replia sur elle-même et se jeta sur lui. Rikki-Tikki fit un saut en l'air et retomba en arrière, une fois, une autre, puis encore. Elle voulut le frapper, mais à chaque reprise, sa tête donnait avec un coup sourd contre la natte de la véranda, tandis qu'elle se rassemblait sur elle-même en spirale comme un ressort de montre. Puis Rikki-Tikki dansa en cercle pour arriver derrière elle, et Nagaina tourna sur elle-même pour rester face à face avec lui, au point que sa queue sur la natte bruissait comme les feuilles sèches au vent. Rikki-Tikki avait oublié l'œuf, il gisait encore sous la véranda, et Nagaina s'en rapprochait peu à peu jusqu'à ce qu'enfin, tandis que Rikki-Tikki reprenait haleine, elle le saisit entre ses dents, fila vers les marches de la véranda et descendit le sentier comme une flèche, Rikki-Tikki derrière elle. Lorsque le cobra court pour sauver sa vie, il prend l'aspect d'une mèche de fouet qui cingle l'encolure d'un cheval. Rikki-Tikki savait qu'il lui fallait la joindre ou que tout serait à recommencer. Nagaina filait droit vers les longues herbes près du buisson épineux et tout en courant, Rikki-Tikki entendit Darzee qui chantait toujours son absurde petit chant de triomphe. Mais la femme de Darzee, plus raisonnable, quitta son nid en voyant arriver Nagaina et battit des ailes autour de sa tête. Avec l'aide de Darzee, ils auraient pu la faire retourner.
Mais Nagena ne fit que baisser son capuchon et continua sa route. Toutefois, cet instant de répit amena Rikki-Tikki sur elle, et comme elle plongeait dans le trou de rat où elle et Nag avaient coutume de vivre, les petites dents blanches de Rikki-Tikki se refermèrent sur sa queue et il entra derrière elle. Or, très peu de mangoustes, quelle que soit leur sagesse et leur expérience, se soucieraient de suivre un cobra dans son trou. Il faisait noir dans le trou, et comment savoir s'il n'allait pas s'élargir et donner assez de place à Nagena pour faire demi-tour et frapper. Il tint bon avec rage, les pieds écartés pour faire office de frein sur la pente sombre du terreau tiède et moite. Puis l'herbe autour de la bouche du trou cessa de s'agiter et Darzee dit « C'en est fini de Rikki-Tikki, il nous faut chanter son chant de mort. Le vaillant Rikki est mort, car Nagena le tuera sûrement sous terre. » C'est pourquoi il entonna une chanson des plus lugubres, improvisée sous le coup de l'émotion. Et comme il arrivait juste à l'endroit le plus touchant, l'herbe bougea de nouveau, et Rikki-Tikki, couvert de terre, se traîna hors du trou, une jambe après l'autre, en se léchant les moustaches. Darzee s'arrêta avec un petit cri de surprise. Rikki-Tikki secoua un peu la poussière qui tachait sa fourrure et éternua. « C'est fini, dit-il. La veuve ne reviendra plus jamais. » Et les fourmis rouges, qui habitent parmi les tiges d'herbe, l'entendirent et descendirent en longue procession pour voir s'il disait vrai. Rikki-Tikki se pelotonna sur lui-même dans l'herbe et dormit sur place. Dormit jusqu'à une heure tardive de l'après-midi, car sa journée de travail avait été dure. « Maintenant, dit-il, quand il se réveilla, je vais rentrer à la maison, raconter au chaudronnier, Darzee, pour qu'il le raconte au jardin, que Nagena est morte. La chaudronnier est un oiseau qui fait un bruit tout semblable au coup d'un petit marteau sur un vase de cuivre. Et s'il fait toujours ce bruit, c'est qu'il est le crieur public de tout jardin hindou et qu'il raconte les nouvelles à ceux qui veulent bien l'entendre. » Lorsque Rikki-Tikki remonta le sentier, il l'entendit préluder par les notes de son garde-à-vous. On eût dit un de ces petits gongs sur lesquels on annonce le dîner, puis sonna le monotone « Ding dong toc, Nag est mort, dong, Nagena est morte, ding dong toc ». À ce signal, tous les oiseaux se mirent à chanter dans le jardin et les grenouilles à coasser, car Nag et Nagena avaient en coutume de manger les grenouilles aussi bien que les oiseaux. Lorsque Rikki regagna la maison, Teddy, la mère de Teddy, les joues très blanches encore car elle s'était évanouie, et le père de Teddy sortirent à sa rencontre et faillirent pleurer d'attendrissement en l'embrassant. Ce soir-là, il mangea tout ce qu'on lui donna, jusqu'à ne pouvoir manger davantage, et il alla au lit, perché sur l'épaule de Teddy, où la mère de Teddy le trouva encore en revenant plus tard, pendant le cours de la nuit. « Il nous a sauvé la vie et celle de notre fils, » dit-elle à son mari. « Est-ce croyable? Il nous a sauvé la vie à tous. » Rikki-Tikki se réveilla en sursaut, car les mangoustes ne dorment que d'un œil. « Oh, c'est vous, dit-il. De quoi vous tourmentez-vous? Tous les cobras sont morts, et s'il en reste, je suis là. » Rikki-Tikki pouvait à bon droit être fier de sa victoire, mais il n'abusa pas de son droit, et il garda ce jardin dorénavant en vrai mangouste de la dent et du jarret, si bien que jamais cobra n'osa montrer la tête dans l'enceinte des murs.